Bonjour, alors j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts pour l'examen. Et quoi de mieux qu'un QCM pour tester vos connaissances? Allez, ne faites pas les enfants, soyez sérieux et concentrez-vous. Dans ce QCM, je vais vous donner les notions essentielles, vraiment essentielles à connaître par cœur pour vous aider à répondre. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Dans les zones de subduction, le magma se forme par hydratation de la péridotite du manteau chevauchant, par fusion des roches hydratées de la couche océanique subduite, grâce à l'hydratation de la péridotite de la lithosphère subduite, ou par fusion totale d'une péridotite hydratée. Alors, quelle est la bonne réponse? Bien sûr, vous devrez savoir qu'un chevauchement est un mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrains à en recouvrir un autre. Dans une subduction, une plaque subduite, qu'on appelle aussi plaque plongeante, plonge sous une plaque chevauchante. Et la péridotite est une roche magmatique qui constitue la majeure partie du manteau supérieur. Alors maintenant, je pense que vous pouvez répondre. Allez-y, réfléchissez. Si vous n'avez pas encore répondu, c'est que vous ne connaissez pas l'origine des magmas. Eh bien, au niveau des zones de subduction, les conditions de pression et de température qui règnent à ce niveau ne permettent pas d'envisager une fusion partielle des péridotites, à moins que celle-ci ne soit hydratée. Dans ce cas, on observe une fusion partielle des péridotites dans le manteau de la plaque chevauchante. Allez, maintenant vous pouvez répondre. Oui, par hydratation de la péridotite du manteau chevauchant. Maintenant, les chaînes de montagnes de collision présentent parfois des euphéolites qui sont les traces 1. De la subduction d'une lithosphère continentale sous une autre, 2. D'une croûte océanique portée en altitude sur une lithosphère continentale, 3. D'une lithosphère océanique incorporée lors de la collision de deux lithosphères continentales, et 4. De marges passives. Alors un petit rappel quand même, la lithosphère est composée de la croûte et de la partie supérieure du manteau. Elle fait entre 60 et 70 km d'épaisseur sous les océans et 100 km sous les continents. Une plaque tectonique ou plaque lithosphérique est un fragment de la lithosphère. Et une marge passive ou marge continentale passive correspond à la zone de transition entre la croûte continentale et la croûte océanique, la plaine abyssale, quand il n'y a pas de subduction et d'activité sismique. Exemple, les côtes américaines et africaines de part et d'autre de l'océan Atlantique. Et une ophiolite est un lambeau de lithosphère océanique charriée, c'est un morceau, déplacé sur des centaines de kilomètres sur de la lithosphère continentale, on dit une nappe de charriage. Et elle est caractérisée par l'association de basalte en coussin, de gabbro de la croûte océanique et de péridotite, on le sait, roche du manteau lithosphérique. Oui, c'est ça. Eh bien, les chaînes de montagnes de collision qui présentent des ophéolites, sont les traces d'une croûte océanique portée en altitude sur une lithosphère continentale. Allez, on passe au suivant. La limite lithosphère-asténosphère est une limite appelée discontinuité de Mohorovic ou Moho, de nature thermique d'environ 1300 degrés C, 3 de nature gabbro-péridotite, ou 4 de nature granite péridotite. C'est la limite asténosphère-lithosphère. Les connaissances que vous devriez avoir, c'est que la partie inférieure mantélique de la lithosphère et l'asténosphère, ils appartiennent tous deux au manteau et sont constitués de péridotite, donc aucune différence chimique. Ce qui fait que le passage entre la lithosphère et l'asténosphère est donc essentiellement thermique et correspond à une température limite généralement assimilée à l'isotherme 1350 degrés. Isotherme, ça veut dire même température, donc de 1350 degrés Celsius. Maintenant, vous pouvez, je pense, répondre à cette question.
Oui, en effet, c'est la 2, de nature thermique d'environ 1300-1350 degrés. Question suivante. À partir d'une certaine distance de la dorsale, l'ensemble croûte plus manteau lithosphérique, donc la lithosphère, 1. Atteint une densité supérieure à celle du manteau asténosphérique. 2. Atteint une densité inférieure à celle du manteau asténosphérique. 3. Se refroidit et sa densité diminue. Alors, laquelle est juste? Alors en fait, cette question, elle est très importante parce qu'elle vous donne les causes de la subduction. Parce que au fur et à mesure que la lithosphère s'éloigne de la dorsale, où elle s'est formée, elle s'hydrate, se refroidit grâce à l'eau de mer et s'épaissit. Ce manteau lithosphérique supplémentaire provient de la transformation du manteau asténosphérique lié à son refroidissement. Le manteau se refroidit lui aussi, donc la lithosphère va s'épaissir. Et à partir d'une certaine distance de la dorsale, l'ensemble croûte plus manteau lithosphérique atteint une densité supérieure, on l'a dit à cause du refroidissement, à celle du manteau asténosphérique. L'asténosphère étant plastique, la lithosphère rigide tend à s'enfoncer dans l'asténosphère par gravité. Et donc la réponse juste, c'est la 1. Plus elle s'éloigne de la dorsale, plus la lithosphère atteint une densité supérieure à celle du manteau asténosphérique. La troisième est fausse. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle se refroidit et sa densité diminue. C'est faux. La densité augmente. Dans une zone de subduction, 1. La croûte océanique froide s'enfonce dans le manteau lithosphérique. 2. La lithosphère océanique froide s'enfonce dans l'asténosphère. Et 3. La plaque océanique plus dense s'enfonce sous la plaque continentale car cette dernière est moins dense. Alors, quelle est la réponse juste? Je pense que vous pouvez répondre. Je vous ai donné précédemment les éléments de réponse. Alors, si vous n'avez pas encore répondu, c'est que vous n'avez pas encore bien compris. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique se refroidit au contact de l'eau de mer et l'isotherme 1350 degrés C s'enfonce et le manteau lithosphérique s'épaissit. La densité donc de la lithosphère océanique augmente au cours du temps. Et c'est donc la différence de densité entre la lithosphère océanique et l'asténosphère qui est l'un des principaux moteurs de la subduction. L'erreur à ne pas faire, surtout ne pas faire, c'est de dire que la plaque subduite s'enfonce dans le manteau car elle rencontre une plaque moins dense. Là, vraiment, c'est une erreur à ne pas faire. Et bien sûr, donc la réponse juste est la lithosphère océanique froide s'enfonce dans l'asténosphère. Maintenant, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous avez, je pense, bien compris. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique s'épaissit. 1. S'épaissit à cause de son refroidissement, ce qui augmente sa densité. 2. Se refroidit à cause de son épaississement, ce qui augmente sa densité. 3. Subit un plissement intense. 4. S'épaissit et se refroidit sans modification de sa densité. Quelle est la réponse juste? Il ne faut pas faire d'erreur, je pense, maintenant. J'espère que vous avez trouvé juste. Oui, en s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique s'épaissit à cause de son refroidissement, ce qui augmente sa densité. On sait que quand la température diminue, la densité augmente. Lorsqu'elle vieillit, la croûte océanique 1 se réchauffe, 2 est altérée du fait du réchauffement du manteau qui la métamorphise, 3 se refroidit, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? S'enfonce par gravité et est altérée par des circulations hydrothermales. Et l'autre question, dans une zone de subduction, la croûte océanique froide 1. S'enfonce dans le manteau lithosphérique. 2. La lithosphère froide s'enfonce dans la lithosphère plus chaude. Et 3. La lithosphère océanique passe sous la lithosphère continentale ou océanique dans le cas d'une subduction océan-océan et s'enfonce dans l'asténosphère. Alors regardez bien les termes et répondez juste car vous n'avez pas le droit maintenant à l'erreur. Je vous ai tout expliqué. Alors là, pas de commentaires, regardez les réponses. Quand même une remarque, la lithosphère froide s'enfonce dans la lithosphère? Non, rappelez-vous que la lithosphère froide va s'enfoncer dans l'asténosphère. Rappelez-vous ça. Dans le modèle global de la tectonique des plaques,
La limite continent-océan n'est pas forcément une limite de plaque. 2. Dans une zone de subduction, les matériaux de la lithosphère océanique s'incorporent au manteau. 3. Le volcanisme de point chaud est un volcanisme localisé en frontière de plaque. Et 4. Au niveau des zones de subduction, la lithosphère continentale s'enfonce dans l'asténosphère. Alors, quelles sont les réponses justes? Alors, il peut y avoir une ou plusieurs réponses justes. Oui, c'est parfait. Donc, 1. La limite continent-océan n'est pas forcément une limite de plaque, bien sûr. Et dans une zone de subduction, les matériaux de la lithosphère océanique s'incorporent au manteau. Alors, la 4 est fausse parce qu'ils disent la lithosphère continentale s'enfonce dans l'asténosphère. En général, la lithosphère océanique s'enfonce dans l'asténosphère, au niveau des zones de subduction. Maintenant, on arrive au métamorphisme. Une roche métamorphique peut se former par l'augmentation des conditions de pression et température qui provoque toujours la fusion partielle des roches de la croûte continentale. 2. Par fusion partielle. 3. Par l'augmentation des conditions de pression et température qui modifient la composition chimique d'une roche sans changer sa composition minéralogique lors du métamorphisme. Et 4. Suite à une modification de pression et de température. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que métamorphique, roche métamorphique. Bon, un petit rappel. Le métamorphisme, c'est quoi? C'est la transformation d'une roche sous l'effet de la température, de la pression, des fluides ou pas, ça dépend, mais à l'état solide. Alors, la 1, par l'augmentation des conditions de pression et température, c'est juste. Mais il ne provoque pas toujours la fusion partielle des roches de la croûte continentale. Non, ça c'est faux. Par fusion partielle, on a dit que le métamorphisme c'est solide, c'est la transformation à l'état solide. La 3, par l'augmentation des conditions de pression et température qui modifient la composition sans changer, c'est faux. Sans changer, c'est faux. Et augmentation, parfois on n'a pas d'augmentation, on a au contraire une diminution de la température. Et donc la 4, c'est la seule qui reste juste suite à une modification de pression et de température. Les ophiolites sont des fossiles marins. 2. La trace d'un domaine océanique disparu. 3. Un domaine continental déformé à la suite d'une collision. Et 4. Des minéraux caractéristiques du granit. On a déjà vu les ophiolites. Alors réfléchissez, donnez la réponse juste. Oui, la réponse juste, c'est la 2, la trace d'un domaine océanique disparu. Maintenant, une série de questions auxquelles vous devez répondre rapidement. Dans les zones de subduction, les volcans sont situés sur la plaque chevauchante, vrai ou faux? Quelles sont les 2 roches magmatiques des zones de subduction? Ophiolite, granite, gabbro, andésite, migmatite, basalte, gneiss ou granodiorite? Qui est à l'origine de la déshydratation des roches de la croûte plongeante? De la plaque plongeante, je préfère. La température ou la pression? Où va aller l'eau contenue dans ces roches? Dans l'asténosphère, dans la plaque chevauchante ou dans le manteau? Allez, réfléchissez, je vous laisse. Oui. Et voilà les réponses justes. Alors, en effet, dans les zones de subduction, les volcans sont situés sur la plaque chevauchante, ça c'est vrai. Et les roches magmatiques des zones de subduction, c'est l'andésite et la granodiorite. Et qui est à l'origine de la déshydratation des roches de la plaque plongeante, de la croûte plongeante? La pression. Et où va l'eau contenue dans ces roches? Eh bien dans la plaque chevauchante pour hydrater la péridotite. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Bon, mais quand même. Le magmatisme en zone de subduction. Quelles sont les conséquences de cette hydratation? Diminution de la température de fusion partielle des péridotites, diminution de la température de fusion partielle des granites, augmentation de la température de fusion partielle des granites, augmentation de la température de fusion partielle des péridotites. Alors, si vous êtes malin, je vous ai donné un élément de réponse tout à l'heure. Allez, quelle est la réponse juste?
Eh bien, si vous avez répondu, bravo, c'est une diminution de la température de fusion partielle des péridotites. L'hydratation des péridotites est nécessaire pour qu'il y ait une fusion partielle de cette roche du manteau. Allez, une question un peu plus facile. Les zones de subduction sont des zones de convergence de plaques, la 1. 2 sont des zones où la lithosphère océanique disparaît. 3 sont des zones d'échange de matière et d'énergie entre les deux plaques convergentes, ce qui conduit à des séismes, du magmatisme et du métamorphisme. Allez, c'est facile, elle est facile quand même cette question. Eh oui, la réponse juste, c'est que ce sont des zones de convergence de plaques. Une roche métamorphique peut se former par fusion partielle, suite à une modification de pression et de température. L'augmentation des conditions de pression et température modifie la composition chimique d'une roche sans changer sa composition minéralogique lors du métamorphisme, vrai ou faux? Et l'augmentation des conditions de pression et température provoque toujours la fusion partielle des roches de la croûte continentale, vrai ou faux? Alors on l'a déjà vu, une roche métamorphique peut se former par une modification de pression et de température, mais jamais il n'y a la fusion, ça c'est sûr. Et l'augmentation des conditions de pression et température modifie la composition chimique d'une roche sans changer sa composition, ça c'est faux, elle change sa composition minéralogique. D'ailleurs, vous pouvez voir une vidéo où je parlais du métamorphisme du point de vue minéralogique. Donc c'est faux. Et l'augmentation des conditions de pression et température provoque toujours la fusion partielle des roches de la croûte continentale, ça c'est vraiment faux. Alors, on va vérifier si vous avez retenu ce qui précède. Le magmatisme en zone de subduction. Qui est à l'origine de la déshydratation des roches de la croûte plongeante? La température ou la pression? Et où va aller l'eau contenue dans ces roches? Dans le manteau ou dans la plaque chevauchante? On l'a déjà vu. Oui, l'origine de la déshydratation, c'est surtout la pression, parce que dans une zone de subduction, c'est la pression. La température, elle n'a pas de rôle puisque la plaque reste froide. Et l'eau, où va-t-il, quand elle se déshydrate, où va cette eau? Eh bien, il va dans la plaque chevauchante pour hydrater la péridotite. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop les roches, mais il y a des roches que vous devez connaître, obligé. Parmi ces roches, laquelle est une roche métamorphique? Le granit, la péridotite, le gneiss ou le gabbro? Alors peut-être que vous ne connaissez pas ces roches, c'est ça? Alors un petit rappel. Le granit là qui est entouré à gauche en rouge, c'est vraiment un élément de la croûte continentale. D'accord? La péridotite, c'est une roche du manteau lithosphérique. Et le basalte et le gabbro, eh bien, on les trouve dans la croûte océanique. Donc toutes ces roches, ce sont des roches qui n'ont rien à voir avec le métamorphisme. Ce sont des roches magmatiques. Et donc la seule réponse qui reste, c'est le gneiss. Le gneiss est une roche métamorphique. Ce sont des roches du métamorphisme régional. Le volcanisme des zones de subduction. 1. Produit des roches basaltiques. 2. Est de type effusif. Le contraire de explosif. 3. Produit des roches à structure microlithique. Ou 4. Provient d'un magma pauvre en silice. Alors là, quelle est la réponse juste? Non, il ne produit pas des roches basaltiques. Donc on a des roches du type andésite, vous vous rappelez? Effusif, non. Il fait un panaché de fumée, c'est explosif. Provient d'un magma pauvre en silice? Non, pas du tout. C'est la 3 qui est juste. Produit des roches à structure microlithique. Alors maintenant, on arrive aux définitions. Définir les termes suivants. Faciès, métamorphisme, séquence métamorphique, subduction. Bon, la subduction, on l'a vu, je vous l'ai donné. Il reste donc faciès, métamorphisme et séquence métamorphique.
Même le métamorphisme, je vous l'ai donné. Bon, mais un petit rappel. Le métamorphisme, donc, on a dit que c'est la transformation d'une roche sous l'effet de la température et de la pression et des fluides ou pas, hein, mais à l'état solide, sous des conditions de pression et de température. Il faut ajouter ça. Le faciès, maintenant, qu'est-ce que c'est? Le faciès, j'ai fait une vidéo sur le faciès vraiment qui détaille un peu ce que c'est, comme ça vous n'avez pas de problème le jour de l'examen, vous pouvez voir à la fin le lien. Alors le faciès, suivant l'importance du métamorphisme, hein, c'est-à-dire de l'augmentation de la pression et ou de la température, différentes associations de minéraux métamorphiques au paragenèse apparaissent. Pour les associations de minéraux, j'ai fait une autre vidéo sur le métamorphisme du point de vue minéralogique, hein. Et les associations de minéraux métamorphiques sont appelées faciès. Maintenant, qu'est-ce que c'est que là une séquence métamorphique? Une séquence métamorphique est un ensemble de roches métamorphisées à des degrés différents, normalement croissants, et reconnues comme issues d'un même type de roche qu'on appelle protolithe et d'une composition quasi identique. Par exemple, l'argile va donner du schiste, le schiste va donner du micaschiste et le micaschiste va donner du gneiss. Donc ça, c'est une séquence métamorphique, hein. C'est un métamorphisme croissant. Bon, eh bien, j'espère que vous avez bien passé ce QCM, hein, et que vous êtes vraiment fiers de vous. Pour les autres, ne vous en faites pas. Pour ceux qui n'ont pas bien passé, je vous laisse l'occasion de le refaire et de ne pas commettre une seule faute. Et promis, juré, je n'interviendrai pas, car vous me dites que c'est moi qui perturbe votre concentration. Donc promis, juré, je ne parlerai pas. Ok? Et quand vous terminez, eh bien partagez cette vidéo. Allez, je laisse les autres, pour ceux qui ont fait des erreurs, continuer ce QCM.